Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire consacré à l'adaptation organisé par le réseau TRIZ. Le réseau TRIZ est un réseau qui regroupe de très nombreuses compétences de gens qui partagent la même éthique et qui travaillent, disons, sur tous les sujets qui touchent à la transition énergétique et la transition tout court, d'ailleurs, économique, financière, sociale, culturelle, etc. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir Martine Bizotta, qui est une femme tout à fait remarquable que je connais bien, avec laquelle je travaille depuis longtemps maintenant, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays Basque, plus précisément, mais elle va nous le préciser, chargée des questions de transition, et je pensais qu'il n'y avait pas mieux qu'elle pour s'exprimer sur ces sujets d'adaptation, étant entendu que cette communauté d'agglomération a pour particularité d'être la plus grande de France, puisqu'elle regroupe 180 collectivités, mais peut-être va-t-elle nous le préciser. Alors, nous avons avec Martine quelques petits problèmes de connexion, c'est la raison pour laquelle nous commençons un tout petit peu en retard, et donc je crois qu'elle est par téléphone et qu'elle n'est pas en vidéo. Martine, est-ce que vous nous entendez? Alors, je ne l'entends pas. Margot, est-ce que vous avez Martine en ligne? Oui, j'ai Martine en ligne, elle arrive. Bon, très bien. Donc, je vais dire quelques mots sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant d'aborder la question de l'adaptation sous l'angle des collectivités territoriales? Vous allez avoir dans quelques instants la vision, je dirais, pratico-pratique du sujet. Mais il est tout à fait clair que les collectivités sont aujourd'hui obligées de penser toute leur politique, politique d'urbanisme, mais politique de transport, mais politique de gestion des risques, mais politique enfin pas disons agricole, parce qu'il n'y a pas toujours de l'agriculture, mais il peut y en avoir, mais en tout cas alimentaire, en fonction précisément des nouveaux éléments qui touchent au climat et à la biodiversité. Nous avons un exemple avec un département pas directement limitrophe, mais voisin de celui de Martine Bizotta, qui est celui des Pyrénées-Orientales, dont on sait d'ores et déjà qu'il n'aura pas assez d'eau pour permettre à tous, durant l'été, d'être alimentés en eau. Et ça, c'est quelque chose qui, chez nous, en France, est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Nous avons le rapport qui est sorti sur Paris, qui attend une température à 50 degrés à un horizon 2050, mais ce qui veut dire qu'il faut repenser complètement les îlots de chaleur pour les détruire, d'avoir au contraire des îlots de fraîcheur, ça veut dire repenser complètement la circulation, repenser complètement la construction. Tout ceci, ce sont évidemment des politiques qui ensuite vont se traduire dans toute une série de documents administratifs, bien sûr les SCOT et les pluies, mais aussi les STRADET, mais aussi les plans climat-énergie territoriaux, et tout ceci dans une conception encore plus large, qui est la conception, je dirais, du Green New Deal communautaire et de la possibilité donnée aux collectivités locales pour un certain nombre de leurs investissements de bénéficier précisément de fonds publics régionaux via l'Union européenne. Voilà, donc tout ceci, bien entendu, change complètement la donne des collectivités territoriales, et c'est ce dont j'espère Martine Bizotta va pouvoir nous parler dans un instant. Où est-ce qu'on en est, Margot? Elle est en train de se connecter avec, avec son téléphone. Bon, elle peut nous parler? Ah, ça y est, madame, je vois que votre audio, madame Bizotta, je vois que votre audio peut être activé. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer d'activer votre son, s'il vous plaît?
a Martine Bizotta en ligne. Oui, on la voit. Enfin, je vois qu'elle apparaît en ligne, mais son micro est coupé. Il faut qu'elle le mette en route. Vous ne pouvez pas lui mettre en route? Bah, j'essaye, mais ça fonctionne pas. Je pense qu'elle l'a coupé manuellement, son son. Bon. Voilà. Madame, vous pouvez allumer votre son, Madame Bizotta? Je suis vraiment désolée pour ces difficultés de connexion. Ah, voyons, ici. Ah, Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Oui, on vous entend, Martine, on on vous vous entend. entend. Allez-y. Alors, je vous entends très mal, moi. Vous n'avez pas l'image, là. Non, mais on vous entend très bien. Alors, vous pouvez y aller. Bon, ben écoutez, d'abord, bonjour. Voilà, les conditions vont être un petit peu compliquées peut-être, mais je vais faire du mieux possible. Je suis, voilà, je vais parler d'effectivement l'adaptation au changement climatique et de ce qu'on a mis en place à la communauté d'agglomération Pays Basque. La réflexion qu'on a eue et qui maintenant remonte à quelques années quand même, hein, sont des défis qu'on a pris en compte il y a longtemps. Bien entendu, on se situe dans le même cadre ou contexte que l'ensemble de la planète finalement qui se heurte à la perturbation que le changement climatique entraîne avec au niveau des grands déséquilibres écologiques des êtres vivants qui vont ou s'adapter ou disparaître. On a un effondrement de la biodiversité en ce moment qui est effectivement très inquiétant. Et si on ramène ça à nos propres territoires et à nos responsabilités aussi quand même, on sait que le changement climatique partout se traduit par des hausses de température, l'augmentation des journées chaudes. Aujourd'hui, on va frôler, je pense, entre 25 et 30 degrés. On n'est pas encore au 1er mai. Ce sont quand même des caractéristiques qui ne s'inscrivaient pas de façon un peu pérenne dans nos habitudes et qu'il faut prendre en compte parce que la vie aussi va s'en trouver bouleversée, moins confortable pour l'ensemble des habitants du territoire. Et puis, c'est pas les générations futures. Je crois qu'on finit petit à petit par comprendre qu'on est directement persécutés, nous les habitants actuels de la planète, et qu'à 20, 30 ans, malheureusement, on ne peut penser que les choses ne vont que progresser et aussi réaliser l'extrême accélération qu'on a connue les 3 ou 4 dernières années et qui sont extrêmement, à mon sens, préoccupantes. Bien sûr, tout le monde sait qu'il faut préserver le patrimoine naturel, consolider l'armature écologique de son territoire. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on s'y attaque, sachant qu'on a un redoutable temps de retard et un temps, c'est banal de le dire, le temps ne se rattrape pas. Parce qu'on s'est quand même entêté, hein, collectivement, on va mettre tout le monde dans le même sac, si je peux le dire ainsi, à ne pas anticiper. Voilà, ce sont des années et des années de perdu. Voilà, on peut le regretter. Et maintenant, il faut regarder devant et l'accélération nécessaire, effectivement, va être très compliquée parce qu'en fait, maintenant, il nous faut tout gérer en même temps. Voilà. Et on se trouve confronté, je vais prendre les points les plus spécifiques que j'estime du territoire Pays Basque, parce que autrement, je vais pas essayer de faire une liste à la Prévert sur tout ce que le plan climat a envisagé. Il y a beaucoup de choses qui sont communes à plein de territoires. Moi, je vais pointer un peu là où sont nos plus grandes faiblesses, si je peux dire. Par exemple, le recul du trait de côte ici est très très sensible. Il est visible sous nos yeux avec l'effondrement des falaises, la route de la Corniche entre Sokoa et Hendaye qui va
voilà, il faut se le dire, et même si je sens encore beaucoup de résistance, on va conforter, on va faire des petits détours. Ben non, on va devoir interdire d'emprunter la route de la Corniche. Oui, il va falloir l'interdire, et ça, c'est pas facile à entendre. Et je sens des résistances, que ce soit voilà, chez nombre d'élus, chez des habitants. On veut toujours trouver la solution qui va nous permettre d'attendre un peu. C'est un peu la traduction de encore une minute, monsieur le bourreau. Mais ça, face à la nature, ça ne marche pas. Et il faut le comprendre. C'est, voilà, euh, on a un retrait de trait de côte qui est de 1 à 5 mètres par an suivant les endroits de la côte basque. C'est exponentiel, euh, vraiment un peu affolant. Voilà, il faut le dire aussi, hein, un peu affolant. Après des tempêtes, on a vu s'effondrer des pans de falaises à Bidart. Tout le trait côtier basque est affecté. Et quand même, bon, on dit il faut reculer, ok, il faut reculer. Mais de notre côté, on a Lausanne. Si on recule, où réinstalle-t-on activité résidentielle? On est un peu dans la seringue quand même. Parce que comment on réimplante? On réimplante activité et habitation en reculant, sachant qu'on est sur un territoire qui a une attractivité un peu folle, hein, entre deux recensements, je crois qu'on est à 6 ou 7% d'augmentation de la population, ce qui est énorme. Donc il faut accueillir les nouveaux arrivants, il faut déplacer les habitants actuels. C'est un débat qui va monter de plus en plus, qui est loin d'être résolu. Bon, on a commencé, hein, il y a la mise en place d'une stratégie locale de gestion des risques littoraux, avec par exemple la relocalisation programmée d'une station d'épuration à Saint-Jean-de-Luz. D'abord, on a beaucoup de côtes, les problématiques sont quasiment identiques avec quelques spécialités. Et c'est une côte rocheuse, magnifique, mais qui est en train qui pose des problèmes et qui en même temps change complètement de figuration. Enfin, et chaque année un peu plus, avec des éboulements de plus en plus dangereux, des stratégies difficiles à mettre en place. Il y a des choix qui sont faits qui sont pas les mêmes. Biarritz, par exemple, qui a ses problèmes aussi, bon, continue sur ce qu'on a fait pendant longtemps, c'est-à-dire une artificialisation, une réponse d'artificialisation par un bétonnage des falaises. Bon, c'est un choix, c'était le choix un petit peu ancien, mais bon, on sait que, enfin, moi je pense qu'on ne luttera pas contre la nature. On va temporiser, on va bétonner, on va injecter du béton, mais la situation va se reposer et de façon et sûrement beaucoup plus rapide qu'elle ne l'a fait par les temps passés. Bidart a fait d'autres choix. A fait le choix plutôt de renaturer par endroits. Alors, ils ont un programme très intéressant, très compliqué. Ils ont fermé une route pendant des mois. Au niveau de la plage centrale, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a des endroits où on essaye de conforter un peu, mais sur la plus grande part, et courageusement, ils vont revégétaliser et quelque part, c'est le parti pris de laisser faire à la nature. Et je crois qu'on n'a pas d'autre choix. Voilà, et ce qui va imposer de trouver des solutions de plus en plus importantes pour tous ceux qui vivent en bord de côte. Voilà, donc ce sont des choses, ça va avoir un coût énorme. On ne sait pas quelles seront les répartitions financières. On ne sait pas si, bon, l'État, comment il viendra là-dedans. Mais c'est quand même à la fois inquiétant et puis ce sont des solutions un peu drastiques maintenant et qui vont
poser aussi des problèmes d'acceptabilité sociale, parce que je crois que tout le monde ne réalise pas et croit qu'on peut encore gagner la bataille engagée contre la nature. Hein. Je crois que c'est Hubert Reeves qui disait on a engagé une guerre contre la nature, si on la gagne, on est perdu. Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut se mettre dans la tête, sauf qu'il a dit ça il y a 20 ans et que majoritairement on s'est empressé de ne pas l'entendre, quoi. Deuxième problème, mais il est très partagé, c'est effectivement aussi comment s'adapter les périodes de sécheresse de plus en plus importantes qu'on va connaître. Actuellement, nos voisins dans l'État espagnol, la Catalogne notamment, mais l'Andalousie, connaissent une période de chaleur avec des températures qu'on a d'habitude à Séville en plein mois d'août ou de juillet. Ils sont dans les 40. Les cours d'eau s'assèchent, ils ont des problèmes au niveau agricole, la carte elle est grenat. Donc on n'est pas très loin, on n'en est pas là, mais on ne peut pas exclure le fait qu'on y va, j'allais dire joyeusement, c'est peut-être pas le terme. Voilà. Donc sur l'eau aussi, on voit les conflits d'usage qui commencent à naître. Il y a encore un an, quand je l'exprimais devant quelques personnes, on me souriait, on me disait au Pays Basque, il pleut tout le temps, c'est pour ça qu'il est vert. Oui, on a eu les premiers arrêts sécheresse préfectoraux l'année dernière. Cette année, la situation est déjà préoccupante. Alors voilà, comment on va réduire les usages de chacun? Il y a une confrontation entre l'agricole, les usages domestiques et toutes les nécessités de l'eau qui étaient pour nous inépuisables, pas chères et voilà. Et comment on va réduire les usages sans avec ce que tout le monde peut accepter? Va-t-on aller vers la recherche de plus de ressources? Avec des explorations, ça aura un coût démentiel, peut-être pas une réussite. Voilà, c'est toujours ce Dieu que la technologie va nous aider à régler les problèmes. Est-ce souhaitable tout le temps? Je ne le pense pas. Est-ce possible? Peut-être, mais en faisant à nouveau de force de grabuge, parce qu'on résout une question d'un côté et on s'attaque ou on a des conséquences qui ne sont pas toujours celles qui sont souhaitées. Voilà, donc c'est un peu cette problématique, mais qui est quand même très largement partagée, avec quelques spécificités locales, si je peux dire, en prenant en compte là où on vit. Hein, mais alors effectivement, maintenant les collectivités essayent de passer à la vitesse supérieure. C'est très partagé. Hein, je pense que on n'est pas du tout les seuls. Mais cette urgence-là nous amène alors à des nécessités d'aller très vite, de trouver des solutions très rapides et en même temps très onéreuses, avec les difficultés aussi de financement hein, qu'on connaît, qui ne sont pas neutres. Et puis, tout embrasser en même temps est assez... par moment, on se dit un peu... enfin, je ne sais pas comment dire, mais ouais, un peu illusoire, voilà, un petit peu illusoire. Et alors, évidemment, ce n'est pas un discours très, très dynamique ou très encourageant. Voilà, et puis on a un volet aussi sur l'agriculture, comme partout, hein, voilà, avoir une souveraineté alimentaire, mais pour ça, c'est aussi quelle agriculture. Bon, nous, on est un pays d'élevage, plutôt. On a des filières qui sont plutôt déficitaires, comme les légumes, les fruits, les volailles. Donc on a été un peu parmi les premiers à faire un plan alimentaire territorial qui prévoit dans les PLUI et dans le SCOT la sanctuarisation de ce qu'on appelle plutôt les terres alimentaires que les terres agricoles, parce que je crois que cette domination parle plus, enfin on essaye de parler plus pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit réellement. Voilà, aider à développer les filières que je citais tout à l'heure et aussi s'adapter
au climat, toute une réflexion, parce qu'on parle d'arbres, enfin déjà d'espèces locales, mais il faut aussi imaginer à 30 ans, à 100 ans, commencer à réfléchir quelles seront les espèces, comment on va adapter l'agriculture, les vignes par exemple. Il y a déjà beaucoup de réflexions de l'INRA, pas chez nous, enfin chez nous aussi, mais pas que chez nous. Et il y a des vignobles prestigieux qui travaillent depuis des années à se dire que peut-être le Pessac-Léognan, ça sera plutôt du côté de Lille ou de Londres que du Bordelais. Et c'est très difficile, je crois, d'accepter l'idée parce que la dernière chose, c'est que, enfin, oui, c'est que on a tous une image du monde planétaire, européenne, nationale et sur son territoire, qui pour nous, tant par la structuration des côtes que par ce qu'on produit, que par les saisons qu'on avait, était immuable. Enfin, on n'imaginait pas un jour devoir se dire que si on veut continuer à avoir une certaine habitabilité de l'endroit où on est, il va falloir renoncer à un certain nombre, déjà à l'image que l'on a de là où on vit, mais aussi à ce qu'on y fait et à comment on y vit. Et ça, c'est effectivement un grand virage, et on ne pourra aussi trouver des solutions que si on se dit qu'il faut être plus sobre en tout. Alors ça ne va pas dire on se met la tête dans le sable et puis on a une vie terrible, mais des mots comme sobriété, je les sens très prononcés, mais il faudrait qu'on se mette un jour d'accord sur ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, être plus sobre, ça va passer par certains renoncements qui ne vont pas dire qu'on va vivre plus mal, mais qu'il faut absolument vivre différemment. Et ça, c'est très, très compliqué, mais pour tout le monde, hein, voilà, moi je le sens aussi, mais en même temps, si on n'a pas l'idée qu'il va falloir faire du mieux possible avec moins, on ne va pas y arriver. Voilà, on sort d'une société très dispendieuse, individuellement et collectivement. Les ressources les plus simples, comme l'eau, et en particulier l'eau, mais même sur l'énergie aussi, hein, bon, voilà, a été joyeusement dilapidée, et on se trouve confronté à se dire ben, comment on va essayer d'avoir une vie tout à fait souhaitable en changeant pas mal de logiciels collectifs et individuels. Voilà. Et là, on n'a pas pris le temps voilà, il y a eu un déni absolument invraisemblable. J'ai entendu encore il n'y a pas très longtemps une phrase quand même à un niveau de responsabilité important qui disait qu'il aurait pu prévoir. Bon, moi, ça me fait un peu dinguer parce que ben si, c'était prévu, hein, mais bon, il y avait combien de personnes, mais je pense que Corinne Lepage, elle entend bien ça, hein, qui s'était légèrement préoccupée depuis le début des années 90 des différents rapports du GIEC, du sommet de la Terre à Rio, Kyoto, et tout ce que nous avons vu et connu, et dont il semble que certaines personnes étrangement sont passées complètement à côté. Voilà. Donc, bon, ça, c'est mon côté un peu râleur, mais bah, j'ai bien conscience que ce n'est pas en râlant sur le passé qu'on va avancer, mais plutôt en se disant, bon, comment collectivement on peut arriver, il faut encore convaincre, malheureusement, il faut encore convaincre. Malheureusement, je vois encore surgir des projets qui sont complètement contradictoires par rapport à ce qui doit être fait, hein, compris dans l'agglomération. Il y a des idées encore surréalistes, saugrenues. Saugrenues, c'est gentil, parce que des fois, ça... Bon, je ne sais pas si c'est le fait d'être sur ces thématiques depuis longtemps, mais j'avoue que mes pertes de patience sont de plus en plus fréquentes. Alors on me dit, oui, mais on sait, tu as raison, il ne faudrait pas, mais là on a une opportunité, c'est une phrase que je ne supporte plus. Je dis souvent, on ne se rend pas compte de ce que les opportunités auront fait à cette planète. Ben, les opportunités, il faut les oublier, il faut bien être clair par rapport à nos faiblesses. Il y a des atouts, voilà, comment on peut faire toutes ces conjugaisons-là. C'est vraiment
la question maintenant. Et il faut tourner le dos définitivement à notre façon d'hier d'être au monde. Voilà. Il faut être au monde différemment parce que le monde, ben, il est en train de changer sous nos yeux. Et si on ne s'adapte pas à ce changement, ben, la vie va être de plus en plus difficile pour tout le monde. Voilà. Ce que je peux, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Déjà, on a eu quelques soucis. On vous entend tout à fait, Martine. Est-ce que je peux, avant qu'on donne la parole à nos auditeurs et qu'ils puissent poser des questions, je suis sûre qu'ils en ont beaucoup à vous poser, moi j'en ai deux. La première, est-ce que vous estimez que tous les documents réglementaires qui sont prévus, les plans climat-énergie territoriaux, les SRADET, les PLUI, les SCOT et autres schémas divers et variés, est-ce que vous estimez que ce sont des outils qui sont utiles et bien adaptés à ces enjeux d'adaptation qui sont de plus en plus brutaux? C'est ma première question. Et ma deuxième question, vous l'avez un peu abordée, mais je voudrais qu'on revienne dessus, c'est celui des injonctions contradictoires. Exemple, nous avons besoin de faire des énergies renouvelables. Très souvent, les énergies renouvelables vont se trouver en confrontation avec des sujets biodiversité. Comment est-ce qu'on gère ces injonctions contradictoires, sachant qu'on a besoin et de réduire nos émissions et de changer de bouquet énergétique et de protéger la biodiversité qui est absolument indispensable à la vie? Voilà mes deux questions. Alors, sur la première et tous ces documents extrêmement glamour que vous avez évoqués, qui s'empilent les uns les autres, au point que, bon, on a du mal à s'y retrouver. Alors, moi, mais c'est très personnel ce que je vais dire, j'y vois deux choses. Il y a des documents absolument excellents, exemplaires. Alors, c'est les STRADET, c'est certaines PCAET, etc., où on se comment dire ça, où on met tous les objectifs les plus ambitieux de la Terre, voilà, et on est content parce qu'on les a écrits, et le seul problème, c'est qu'on ne regarde pas du tout la trajectoire sur laquelle on est, et il y a fort à parier, en 2050, je ne serai peut-être pas là pour les critiquer, mais ils ne seront pas réalisés. Voilà. Donc déjà, nous, on a fait un choix qui était celui de la sincérité, qui nous est beaucoup reproché. C'est-à-dire on a eu des trajectoires peut-être moins ambitieuses, mais plus réalistes, en se disant peut-être on va arriver en marchant à les dépasser et à refaire lors de l'évolution de notre plan climat, à dire ben, on est bon et on peut se permettre d'aller plus loin. Bon, je crains que pas tout à fait ça, mais enfin, on a déjà inscrit des choses qui étaient le plus proche de la trajectoire qu'on pouvait imaginer. Et cette sincérité-là, je ne la retrouve pas dans tous les documents. On a un STRADET, par exemple, à Nouvelle-Aquitaine, extrêmement ambitieux, bloquant par certains aspects. Et là, je pense à un autre domaine, mais sur lequel je travaille beaucoup aussi, puisque je suis présidente du syndicat Bilta Garbi, qui est un syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets. Et donc, on ne veut pas être raisonnable, on ne veut pas accepter d'avoir des paliers. Non, il faut aller maintenant, on a des dispositions législatives absolument invraisemblables qui mettent l'ensemble des collectivités qui travaillent, qui sont sur ces sujets, dans des difficultés financières de réalisation en un temps record absolument dingue. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Et on ne veut pas entendre qu'il faut peut-être desserrer un petit peu les exigences pour permettre des passages transitionnels. Bon, là, c'est comme ça. Donc, ces plans-là, moi, je pense que dans beaucoup d'endroits, on a mis des mots, on a mis des phrases, on a mis des objectifs, on s'est un peu fait plaisir. Alors moi, je partage tout à fait. Je suis écologiste, je trouve que c'est très bien. Voilà. Puis après, il y a ce qu'on peut faire. Il y a les principes de réalité. Voilà. Donc ça, c'est une première chose par rapport à la planification. Et je vois que chez nous aussi, hein, il y a un SCOT tout un travail qui est fait autour du SCOT avec
beaucoup d'ambition, et moi je les en félicite, hein, je suis tout à fait d'accord sur le travail qui est fait. Le problème, c'est que quand on va écrire le règlement, les Athéniens vont s'atteignir, et là je pense que ça va être plus compliqué avec les élus, quand il va falloir vraiment passer à la transcription réglementaire des rêves qu'on a eus. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense qu'on ne réalise pas tout à fait qu'entre le souhait et l'application, il y a quelquefois une grande marge. Après, sur les ENR et les contradictions, c'est un de mes champs favoris, ben oui, on a des injonctions paradoxales de l'État. Hein, l'État, il faut le dire, est un peu schizophrène par moment, parce que bon, nous sommes incités, les collectivités territoriales, à beaucoup avancer sur le plan des énergies renouvelables. Et par contre, on a une masse d'obstacles, quelle que soit l'énergie en question, ce que je vous ai entendu appeler des principes de conciliation et des solutions d'équilibre, on n'y arrive pas très bien avec les services de l'État. Il semble que certaines choses sont en train de se desserrer un peu. Si vous mettez du photovoltaïque, vous avez le problème avec les ABF, même dans des endroits qui ne sont pas sur des bâtiments ni classés, ni protégés. On a des exemples, on en a je ne sais pas combien, on a des élus qui essayent sur équipements sportifs de mettre du photovoltaïque. On a un château qui n'est ni classé, qui appartient à des Américains, qui s'appelle le Château des Chats, du côté de Saint-Étienne-de-Baïgorry, qui sont jamais là, les volets sont fermés, il n'y a pas de visite, etc. Mais on nous dit, ah oui, mais de là, on voit la salle en bas, plus bas, et donc on ne peut pas. La salle, bon, enfin, on se trouve confronté à des choses que moi, personnellement, je trouve hallucinantes. Là, on va rencontrer les ABF pour essayer de voir bon, avec elles, hein, comment on peut avancer pour avoir des solutions intelligentes permettant de produire des énergies renouvelables là où c'est possible, sans que ce soit patrimonialement péjoratif. Bon, je ne parle pas du secteur sauvegardé de Bayonne, ville d'art et d'histoire. On ne demande pas de mettre du photovoltaïque sur la cathédrale Sainte-Marie qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Il n'est pas fou non plus. Mais on demande que dans d'autres endroits, on desserre un peu le corset pour pouvoir avancer. L'hydroélectricité, on n'y revient pas. Nonobstant le fait que maintenant, avec les périodes de sécheresse, on aura peut-être des difficultés, mais on est dans un territoire, nous, où on a, c'est l'énergie qui est la plus importante, l'hydroélectricité. On a des batailles surréalistes, c'est kafkaïen, avec les services de l'État, par rapport ne serait-ce qu'au maintien de l'existence quand il y a besoin de renouveler un droit à l'eau. Bon. Mais des situations, je ne veux pas prendre dossier après dossier, ça serait infini, où on n'y arrive pas. Alors on a des préfets et des sous-préfets qui semblent entendre mieux nos propos. Malheureusement, les services ont une capacité de résistance assez surprenante, quelquefois, je dois le dire. Et le problème, c'est que préfet et sous-préfet passent, service reste, et qu'on est quasiment au même niveau qu'il y a 3 ans, il y a 4 ans. Il faut tout reprendre à chaque changement de responsable. C'est problématique. L'éolien, on avait trouvé, on n'a pas beaucoup d'endroits où on peut faire de l'éolien en Pays Basque. On avait un endroit, les élus avaient beaucoup travaillé à ce que ce soit accepté. C'est un passage assez réduit. On n'a pas de chance. L'armée de l'air passe par là avec ses hélicoptères et ses petits avions. Donc, on n'a même pas instruit notre dossier. Très bien. Voilà, et la liste est énorme. Donc actuellement, nous sommes en train d'essayer de porter des dossiers d'énergie renouvelable avec toutes les difficultés que je vous dis. On a aussi bon, la loi littorale, par exemple. Certes, c'est une loi très précieuse dans ce pays qui a évité énormément de folies. Mais par exemple, si je pense, en tant que syndicat, dont je parlais tout à l'heure, on a des sites qui sont en suivi trentenaire, qui sont pollués, qui ne peuvent pas servir à rien, et donc sur lequel on pourrait mettre du photovoltaïque, en plus pas visible, du photovoltaïque au sol. Bon, il se trouve que la commune de Bayonne
et communes soumises à la loi littorale, parce qu'elle a une partie qui est estuarienne, mais là où ça se situe, c'est à l'opposé, tout à fait à la frontière de commune des Landes. Et donc, pour l'instant, là aussi, ça devrait se desserrer. Pour l'instant, on ne peut demander aucune dérogation. On m'a dit la semaine dernière qu'on pouvait espérer maintenant une dérogation. On va croiser les doigts, ça pourrait être très producteur, effectivement. Ou alors, on a une autre solution. On pousse un peu le terrain ou on le donne aux Landes parce qu'eux ne sont pas soumis à la même loi, c'est le dernier terrain avant les Landes. Voilà, donc des choses comme ça. Il faut vraiment, on nous dit qu'il faut qu'il y a une loi d'accélération. On nous dit qu'il faut accélérer, il faut accélérer. Aidez-nous à accélérer. Aidez-nous à trouver, et il faut qu'on travaille à ne pas rompre, par exemple, dans l'hydroélectricité, la continuité écologique et la protection de la biodiversité, et en même temps pouvoir nous permettre d'aller vers ce mix énergétique nécessaire qui nous permettrait d'avoir une production largement plus satisfaisante sur le territoire. Pour l'instant, on est à une production extrêmement faible. Merci. Alors, Margot, avons-nous des questions? Oui, une première question. Pensez-vous que la décentralisation soit encore non tenable dans les perspectives qui viennent s'inscrire pour ces prochaines années? Pensez-vous, pardon, j'ai pas compris la fin. Pensez-vous que la décentralisation soit encore maintenable dans les perspectives qui viennent s'inscrire pour ces prochaines années? Alors, la décentralisation, elle a des effets, quand c'est une vraie décentralisation, elle peut avoir des effets bénéfiques parce que, bon, pour moi, enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question, l'habitude centralisée extrêmement jacobine de ce pays nous pénalise pour beaucoup de projets. On a beaucoup travaillé avec, la ville de Bayonne a conduit un projet européen à un moment donné et on se rendait compte que ce qu'on appelle les autorités de tutelle étaient dans les autres pays qui étaient beaucoup plus décentralisés, les Länder espagnols, allemands, les communautés autonomes en Espagne, pour ne citer que ça, avaient les moyens financiers, les budgets, avaient des compétences beaucoup plus importantes. Et quand ils faisaient un projet, ils le finançaient, ils le démarraient dans un temps record par rapport à nous. Et ça amusait d'ailleurs énormément les Européens. Ils disaient, mais vous, là, quand c'est que vous avez fini de consulter, ou on se rend compte que c'est assez fermé. La chose qui peut être embêtante, c'est que quelquefois, sans la loi, il faut reconnaître aussi, nous, quand on veut pousser des projets écologiques, sans la loi, on n'y arrivera pas. On n'y arrivait pas et on n'y arrivera pas. La seule chose qui nous permet quelquefois d'imposer ou de pousser dans nos collectivités certains projets, certaines décisions, c'est en s'appuyant quand même sur la loi. Alors, voilà, la réponse, elle est un peu normande. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. J'espère qu'il n'y a pas de Normands qui écoutent. Voilà, parce que selon les situations, le fait d'avoir la maîtrise de son destin est très importante. Et là, on parlait d'énergie et franchement, on a vraiment voulu avoir les compétences nécessaires au sein de la communauté d'agglomération pour maîtriser à l'échelle du territoire, qui est la moitié du département, gérer le fonds chaleur, etc., travailler vraiment pour, connaissant bien notre territoire, on se dit que c'est important de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon endroit. Voilà, on va faire comme ça. Mais en même temps, par rapport à la résistance encore, j'y reviens souvent, mais elle existe encore, quelquefois, j'avoue que je dis, ben oui, de toute façon, vous faites comme vous voulez, mais c'est la loi. Et donc, ça aussi, à contrario, voilà, donc c'est difficile d'avoir un avis, c'est bon, c'est pas bon. Mais aussi, il faudrait avoir au niveau régional de vraie décentralisation. On fait dans ce pays plus de déconcentration que de décentralisation et on a beaucoup de choses avec
à la fois l'État et la région. Donc, il faut à la fois avoir le côté politique de la région, mais on se heurte, moi je dis aussi, à la deuxième chaîne de commandement, si on peut dire, qui sont voilà, les services administratifs et de l'État, et c'est entre les deux, comme je l'expliquais, les ponts ne sont pas faciles à construire. Je voudrais juste ajouter un point là-dessus. Quand Martine parle de loi, très souvent, en fait, ce sont des textes communautaires, hein, que la France applique parfois à reculons quand il s'agit d'environnement. Donc, parfois, effectivement, les collectivités locales ont intérêt à s'appuyer sur le droit communautaire pour obliger l'État à aller dans leur direction. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Margot? Oui, une autre question. Quelles sont les conséquences prévues des politiques d'adaptation à mettre en place sur le tourisme dans votre région? Ah, vaste sujet, et effectivement, une région où la pression touristique est très très forte, c'est une économie aussi importante au niveau du territoire, et donc on est à peu près dans la même réflexion, hein, de devoir concilier deux choses apparemment irréconciliables. Voilà. Alors on parle beaucoup de tourisme durable, ici comme ailleurs. Difficile de savoir ce que recouvre exactement cette terminologie. Alors, on ne dit pas de tourisme de masse, de tourisme plus, bon, enfin, c'est, une fois qu'on a dit ça, on n'a dit rien, parce qu'effectivement, on a énormément de monde qui vient, le territoire est attractif et c'est vrai qu'on y vit bien et c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais l'empreinte du tourisme sur le territoire, elle est très importante. Alors, il y a un plan de tourisme qui est en train de se finaliser actuellement. On a eu énormément de débats avec tous les acteurs autour du tourisme, mais il n'empêche qu'on a d'abord un tourisme qui est beaucoup plus côtier, même si les pratiques changent. Hein. Avant, les gens allaient à la plage, point à la ligne. Maintenant, ils vont plus aussi vers l'arrière-pays. Ils visitent plus. Mais on se retrouve avec aussi des difficultés, par exemple, la montagne, des conflits d'usage hein, aussi. Voilà, parce que ben, il y a énormément de randonneurs, mais il y a aussi des pratiques agricoles et d'élevage. Il y a des conflits avec les agriculteurs. Donc, comment on fait pour il faudrait réguler, pardon, l'approche de la montagne, les voitures qui sont garées dans tous les sens. Je pense c'est meilleur. On va faire des parkings. Non, c'est pas très bon de faire des parkings. Ben, c'est quelque chose qui est difficile à résoudre. Alors, il y a des guides de bonnes consignes, mais moi, je pense que c'est une question qui n'est pas vraiment résolue à l'heure actuelle, ici et ailleurs. Ça a eu des conséquences sur le logement, puisque, ben, comme partout, Airbnb amène les gens à moins louer à l'année à ceux qui en ont besoin, qui vivent et qui travaillent ici, pour pratiquer des locations de courte durée avec tout ce que ça implique hein, partout, voilà, de désagréments pour les voisins, et de fait qu'on a le logement locatif qui disparaît pas complètement, mais sur des communes très très touristiques comme Biarritz, voire Anglette, Saint-Jean-de-Luz, ça pose des problèmes vraiment très importants. Et la question du logement ici, elle est centrale. Et donc, on a mis en place là tout un règlement qui est encore contesté, qui est pas tout à fait. Il y a beaucoup de rencontres au ministère actuellement pour que quelqu'un qui loue
un appartement avec des visées touristiques fournissent un appartement équivalent non soumis au tourisme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très bien accepté, qui est en fort débat, mais on cherche des réglementations qui permettraient de moins laisser partir l'ensemble de ces logements vers simplement une activité touristique de courte durée. Voilà. Parce que on n'arrive plus à se loger ici. Déjà, c'est même pas le prix, c'est qu'il n'y a plus sur le marché suffisamment d'appartements locatifs dans le secteur privé pour permettre de répondre à la demande des gens qui habitent sur le territoire. Et c'est une question très, très prégnante et qui est due, bien entendu, à l'attractivité du territoire. Ça, on ne peut pas se plaindre, hein, mais qui est difficile à réguler parce que bon, il y a peut-être moins de tourisme aussi vers l'Espagne à partir, enfin, les gens depuis la pandémie se sont beaucoup retournés vers la France. Et c'est un tourisme essentiellement de Français. Hein. Bon, alors, il y a des étrangers, mais on n'est pas envahi par les Anglais, les Hollandais ou les Allemands, pas du tout. Hein. C'est le tourisme français qui se tourne vers le territoire national et de façon importante. Voilà. Alors, on pouvait le souhaiter. Mais bon, ça a des conséquences sur la ressource, ça a des conséquences sur la production des déchets. On a évalué à près de 45 000 habitants supplémentaires à l'année ce que représentent les déchets supplémentaires pendant la période estivale, ce qui est quand même assez conséquent. Mais je sais que ma réponse n'est pas satisfaisante parce qu'on n'a pas encore trouvé la vraie solution, mais comme partout ailleurs. Oui, parce que c'est un phénomène qui est nouveau en réalité, Airbnb. Et donc, on sait toujours que la réglementation, elle court derrière la réalité. Margot, oui, autre question. Oui, la loi climat résilience invite les communes volontaires à réaliser un certain nombre d'avancées pour le 30 avril 2023. Par exemple, carte des risques. Qu'avez-vous réalisé sur votre secteur dans le cadre de cette loi, sachant qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-exécution? Alors, je suis désolée, mais j'entends assez mal. Je vais vous demander, je m'excuse, hein, je vais vous demander de répéter. La loi climat et résilience invite les communes volontaires à réaliser un certain nombre d'avancées au 30 avril 2023, comme la carte des risques. Qu'avez-vous réalisé sur votre secteur dans le cadre de cette loi? Dans le cadre de la loi climat et résilience. Oui, oui, c'est ça. La question. Oui, mais il y a un sujet particulier ou? Non, sur les avancées mises en place. C'est la cartographie des risques. Alors, la cartographie des risques, là, je ne sais pas si je vais bien répondre, hein, mais on a ce plan de gestion des risques locaux avec qui est déjà en place avec beaucoup d'études et on revient aux risques liés au trait de côte. Ensuite, on a la mise en place. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question là. Hein. Mais tout ce qui est la pollution de l'air, la pollution de l'air, mais j'ai du mal à voir, à cerner le sujet, hein, ou j'entends mal. Ou... Non, mais je pense que, mais je sais, peut-être que la question mériterait d'être précisée par la personne qui l'a posée. Est-ce que ça veut dire des risques naturels, enfin naturels entre guillemets, liés précisément au climat et à la perte de biodiversité? Est-ce que c'est ça la question qui est posée? Si c'est le cas, Madame Bizotta y a déjà largement répondu en parlant du trait de côte tout à l'heure. Mais est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que c'est ça la question? Alors, la personne qui a posé la question a rajouté « Oui, bonne réponse sur la cartographie des risques littoraux et en ce qui concerne le trait de côte ». Voilà, c'est ça.
D'accord. Alors après, il y a aussi, par exemple, il y a des précautions qu'on ne voyait pas encore. Bon, on a la chance à Bayonne d'avoir un quartier où il y avait des bâtiments militaires, des bâtiments maritimes, etc., etc., et que en 10 ans, un peu plus de 10 ans, la communauté d'agglomération a préempté, a racheté pour. C'est vraiment la rive droite de Bayonne qui est magnifique. Je pense que c'est la plus belle vue de Bayonne, au bord de la Dour. Et donc, on a un projet de faire un quartier pas que résidentiel, où il y aura des activités. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on commence la concertation avec les habitants, tout n'est pas écrit, mais enfin, il y aura là un quartier d'avenir dans lequel on va essayer d'envisager tous les défis énergétiques, les matériaux biosourcés. Enfin bon, il y a une page magnifique à écrire sur les 10 ans à venir. Hein. C'est 17 hectares, donc ça se fera bout par bout, mais une ville n'a pas souvent l'occasion au XXIe siècle de faire naître un quartier nouveau en plein centre de la ville, et c'est une grosse responsabilité parce que là, il faut pas se cracher, hein, voilà, si je peux dire. Et ben, la première chose que moi j'ai demandé avec acharnement, comme on est en bord d'Adour quand même, c'est une étude hydraulique. Parce que c'est un endroit où, avec la montée des eaux, nous sommes au confluent de la Nive et de la Dour. Quand il y a une grande pluvosité et au moment des marées, ce quartier, cette partie de la rive droite qui était, je suis bayonnaise de naissance, et qui était fort peu impactée par les inondations, où c'était extraordinaire, connaît des petites montées d'eau. Alors, ce n'est pas vraiment des inondations, mais à peu près tous les ans. Donc, la question, c'est, comme on ne fait pas un quartier comme ça pour 2 ou 3 ans, la question, c'est, il faut vraiment faire une étude hydraulique mais de grande qualité pour se projeter et savoir si le projet qu'on envisage là, tout le monde trame un peu sur les réponses qui peuvent être apportées. Voilà, parce que je pense que les bords d'Adour, enfin je pense, il n'est pas impossible que les bords d'Adour, à 5, 10 ans, connaissent des montées d'eau que jusqu'ici pas connues. Autre question? Ce sera la dernière. Alors, la gestion administrative du Pays Basque se trouve tournée du côté de Pau. Il n'y aurait-il pas moyen de gérer le développement des ENR du côté de la CAPB, Pau étant le Béarn? Alors, la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec le Béarn? Non, est-ce que vous ne pourriez pas, vous, gérer directement tout l'aspect énergie renouvelable qui est aujourd'hui beaucoup plus tourné vers Pau? Alors, non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que la CAPB a pris la compétence énergie. Là, on vient de signer avec l'ADEME un contrat d'objectif d'énergie renouvelable, de développement des énergies renouvelables. On va gérer le fonds chaleur pour la partie Pays Basque, c'est la CAPB. C'est la CAPB qui fait toutes les études de réseau de chaleur urbain au niveau de son territoire, et ensuite qui va accompagner, au travers de montage d'une SPL, va accompagner les communes dans ces projets-là, et on en a plusieurs. Donc, non, l'idée fondamentale qui nous est un petit peu reprochée quelquefois au niveau du département, mais on ne rentrera pas dans les petites polémiques, c'est que justement, ça a été la volonté d'avoir la plus grande maîtrise à l'échelle de notre territoire. Alors, pas du tout par rejet du Béarn, je pense qu'ils vont faire pareil, hein, voilà, mais ça fait partie des choses dont je suis entièrement persuadée qu'il faut qu'on soit au plus près des détails de chaque territoire, de ses enjeux. Et vous savez,
la collectivité Pays Basque, c'est une collectivité qui est jeune, hein, c'est janvier 2017. Elle a réuni 10 anciennes communautés de communes et deux agglomérations, 10 entités en tout. C'est 330 000 habitants, c'est 158 communes. Alors à la fois, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer, c'est ce qu'on appelle une agglo XXL, je crois que c'est la première ou en quantité, enfin en importance, c'est la première ou la seconde en France. Mais en même temps, c'est aussi des moyens. Et il y a des choses qu'on voit bien qu'on ne peut réaliser et s'inscrire dans des projets vraiment d'envergure qu'on n'aurait pas pu faire aucune des entités précédentes. Donc, si on l'a fait, c'est bien avec l'intention que cette union nous permette justement d'avoir des compétences nombreuses. On a 21 politiques publiques, c'est pas rien, mais ça nous permet d'avoir quand même un levier, voilà, d'avoir des leviers territoriaux accrus, tant en matière de compétences, d'ingénierie et de financement, et de pouvoir accéder à des financements européens auxquels aucune des anciennes entités n'aurait pu accéder. Bon, je pense par exemple, pour ceux qui connaissent, au projet ELENA, qui actuellement en France, il n'y a que des grandes métropoles et une communauté d'agglomération qui est la CAPB, mais qui nous permet d'imaginer dans le secteur énergétique de monter des projets d'une importance vraiment capitale et dans un temps qui va être pas réduit, mais qui est quand même acceptable au vu des urgences qu'on a. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment, Martine. C'était très intéressant, très enrichissant, très concret. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire que vous pourrez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Je ne sais pas si la communauté a une chaîne YouTube, mais elle pourra mettre ce webinaire en lien si elle le souhaite. C'était le dernier webinaire consacré à ce cycle adaptation réalisé avec le réseau TRIS, donc c'est le 8e ou le 7e, je ne sais plus. Et notre prochain cycle sera consacré à la question de l'eau. Voilà, très bonne journée à tous. Martine, un grand merci. Oui, merci à vous et désolé pour les petits soucis techniques voilà, qui ont émaillé. On vous a très bien entendu. Au Bon, revoir. écoutez, merci, au revoir et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.